Bonjour à tous, c'est Lorraine Sandrin et bienvenue dans ma rubrique d'investigation criminelle. Aujourd'hui, nous allons parler du tueur du Zodiaque. Entre décembre 1968 et octobre 1969, un tueur revendique 37 meurtres, sans mobile, tous plus atroces et cruels les uns que les autres. Puis, il envoie une lettre à la police et aux journaux, après chaque meurtre, pour s'étendre sur la cruauté dont il a fait preuve. Pour tous, il deviendra le tueur du Zodiaque. Tout commence le vendredi 20 décembre 1968, environ vers 22-23 heures. David Faraday et Betty Lou, deux jeunes gens d'environ 17 ou 20 ans, sortent d'un concert. À 30 km nord-est de San Francisco, ils s'arrêtent en voiture sur le bas-côté d'une route départementale, sur un petit parking. À 23h15, une voiture se gare derrière le couple. Le conducteur tire sans sommation sur les adolescents. David est abattu sur le coup. Betty Lou tente de fuir et elle sera abattue 15 mètres plus loin. 6 mois plus tard, vers minuit, une voiture Chevrolet se gare derrière un couple. Le conducteur descend et leur tire dessus. Cette fois-ci, même si l'enquête piétine, les conducteurs en sont sûrs, c'est un tueur en série. Car à minuit 40, la police locale reçoit un coup de fil des plus étranges. C'est la voix d'un homme mature et sans accent qui parle d'une voix mécanique. « Je veux signaler un double meurtre, dit-il. Si vous allez à 1,5 km à l'est de Columbus, vous trouverez dans le parc public des gosses dans une voiture marron. Je les ai tués avec un Loger 9 mm. Et j'ai aussi tué les gosses l'année dernière. Au revoir. » Effectivement, il y a bel et bien une voiture, avec un mort. Oui, un, car la fille est morte, mais le garçon a survécu. Et le voilà qui donne la toute première description du tueur. Un homme blanc, assez jeune, de taille moyenne, aux environs d'1,75 m, plutôt costaud, 90 kilos à peu près, brun, avec un visage assez large, il porte de lourdes lunettes avec œil noir. Monsieur tout le monde, quoi. Mais on craint un nouveau meurtre et la psychose s'installe quand en août, les journaux locaux reçoivent des lettres étranges, remplies de fautes d'orthographe et de symboles, des codes. L'homme annonce être l'assassin des 3 jeunes et donne des détails que seule la police connaît. La position des corps, l'arme utilisée, jusqu'à la broche en forme de trèfle portée par Betty Lou. C'est lui le tueur. Puis on signale un nouveau double meurtre. 2 jeunes dans une Volkswagen blanche. Car quelques heures auparavant, Cecilia et son petit ami Brian s'étaient allés pique-niquer. Un homme cagoulé s'est alors approché de par l'arrière. Il a ordonné à Cecilia d'attacher son petit ami Brian. Puis il l'a attaché à son tour avant de leur annoncer, froidement, qu'il va les poignarder. Il sort un grand couteau et frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. On ne compte plus les coups sous la douleur atroce. Au total, 6 coups dans le dos pour Brian, 10 pour Cecilia, dont 5 dans le dos et 5 sur le ventre. Et sur la voiture de Brian, il dessine son symbole au marqueur noir. Un rond barré d'une croix, comme le viseur d'un fusil à lunettes. Cecilia succombera à l'hôpital 2 jours plus tard. Brian témoignera sur les lieux du crime. Et sur les lieux du crime, on relève des empreintes de Rangers, taille 44. Alors, grâce aux 2 témoignages, on dessine le premier profil psychologique de l'assassin. Un homme d'environ 30 ans, solitaire, corpulent. À la démarche incertaine, peut-être un militaire. Puis on entend parler d'un chauffeur de taxi assassiné. En effet, Paul Stein, chauffeur de taxi de son état, est retrouvé mort d'une balle en pleine tête, près d'un jardin public. Puis, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre de revendication accompagnée d'un morceau de tissu imprégné de sang, celui de Paul Stein. Puis, nouvelle lettre, l'auteur parle de vouloir s'en prendre au buste d'écolier. Cette fois-ci, les gens deviennent fous, on se barricade, on guette chaque voiture suspecte qui pourrait longer les allées. Chacun a presque le doigt en suspension au-dessus du bouton de l'alerte. Chacun attend. On envoie des enregistrements aux télévisions, les enregistrements de la voix de Zodiac, de chacun de ses appels, lorsqu'il annonce vouloir s'en prendre au bus scolaire. Alors on poste des sentinelles autour des écoles. Les bus scolaires sont escortés. Dès que les habitants rentrent chez eux, ils se barricadent et guettent à nouveau la moindre voiture suspecte qui longe les allées, comme chaque matin, comme chaque seconde. Puis, comble de la provocation, l'avocat Melvin Bailey reçoit une carte de vœux à Noël accompagnée d'un morceau de tissu imprégné de sang. À nouveau, un morceau de la chemise de Paul Stein. Le tueur, par ses lettres, attire l'attention des enquêteurs sur des meurtres ici et là, le meurtre d'une jeune fille, le meurtre d'un jeune homme, tous tués que ce soit au couteau, ou étranglés, ou même fusillés. Ces meurtres sont atroces, parfois même les agonies durent une éternité, avant qu'enfin les enfants soient achevés. Enfants, hommes, femmes. Le Zodiaque ne s'arrête jamais.
Puis 3 mois plus tard, le 22 mars 70, une jeune femme avec son enfant arrive au poste de police. Elle vient de vivre l'enfer. Elle s'appelle Kathleen, et alors qu'elle roulait, une voiture derrière elle lui a fait des appels de phare. Les deux voitures s'arrêtent donc sur le bas-côté, et un homme sort de l'autre voiture. Il lui dit que son pneu a un problème et fait mine de le réparer. Elle redépart et quelques mètres plus tard, son pneu saute. L'homme providentiel est à nouveau là, et lui propose de l'emmener à la station de service. Elle monte dans sa voiture, mais en roulant, elle dépasse la station de service. Elle ne dit rien, car il fait noir et qu'elle ne voit pas son visage. Mais elle l'entend marmonner. « Je vais te tuer. Oui, je vais te tuer et jeter ton enfant par la fenêtre. Et te tuer. » Sans hésiter, Kathleen saute de la voiture, protégeant son enfant avec ses bras. Mais l'homme s'est arrêté. Il la cherche. Heureusement, elle sera sauvée par un camionneur. Au commissariat, alors qu'elle parle. Elle désigne alors un portrait robot. « C'est lui qui voulait me tuer !» C'est le portrait robot de Zodiac. C'est la dernière fois qu'il fait physiquement parler de lui. Il enverra ensuite quelques lettres aux journaux. Et c'est tout. Maintenant parlons de ces codes. Mais qui peut bien être le Zodiac ? Parmi les codes, il jure avoir dissimulé son nom. Un Anglais, un Australien et un Français finiront par déchiffrer l'un des premiers codes dans lesquels il ne fait que se vanter. Pourtant, maintenant que le Zodiac a 80 ans et peut être mort, il reste 2 codes à déchiffrer, 2 sur ces lettres mystérieuses. Et l'un d'entre eux contient peut-être la réponse à l'une des plus grandes énigmes criminelles de tous les siècles. Je vous remercie. À la prochaine fois.